Pour regarder Niod Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Dans un communiqué conjoint signé ce 28 janvier 2024 à Ouagadougou, les dirigeants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont formellement annoncé le retrait immédiat de leurs pays respectifs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après 49 ans. Les trois signataires de cette déclaration affirment prendre leurs responsabilités devant l'histoire et répondre aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations respectives face à la CEDEAO. Quelles conséquences peuvent en découler de ce retrait de ces trois pays? On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Sans surprise, les trois pays de l'AES annoncent le retrait de la CEDEAO. Comment en est-on arrivé à ces décision, ce divorce annoncé entre l'AES et la CEDEAO? Vous avez bien fait de dire sans surprise, puisque tous qui suivent l'actualité ont vu les choses venir. D'ailleurs, même les choses sont allées plus loin, puisque vous avez en circulation des photos même de la monnaie des trois pays avec des exemplaires qui ont été estampillés Sahel, etc. C'est pour dire qu'on ne peut véritablement pas parler de surprise. Faut retourner pratiquement au coup d'État au niveau du Mali, ou bien même on peut aller plus loin, à l'insurrection au niveau du Burkina Faso. Parce que les gens raisonnent par rapport à la CEDEAO comme si c'est avec les coups d'État que le problème s'est posé. Les peuples africains ont posé le problème de la CEDEAO avant les coups d'État. Rappelez-vous la médiation qui avait été réclamée du temps où les foules au Mali réclamaient le départ de Ibeka. Donc avant la série de coups d'État et non le coup d'État du Niger. Mais bien sûr, on a vu le cas du Togo avec l'intervention de la CEDEAO. On a vu le Burkina également lors de l'insurrection, l'intervention de la CEDEAO où les gens sont allés même les accueillir à l'aéroport en leur disant nous ne voulons pas de vous. Parce que, et c'est ça le problème, les coups d'État sont arrivés à un moment où la CEDEAO était véritablement en perte de crédibilité au niveau des peuples. Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas la CEDEAO en tant qu'institution. C'est plutôt des chefs d'État qui représentent la CEDEAO et qui souvent ont fait des coups d'État constitutionnels, ont multiplié les mandats, etc. De sorte qu'il n'y avait pas, quand ces gens-là sont au devant de la CEDEAO, il y a un problème de crédibilité qui se pose parce que tu ne peux pas reprocher à l'autre ce que toi tu as fait d'une autre façon. L'autre élément, je parlais de ces événements avant les coups d'État. Combien de fois il y a eu des problèmes dans les pays africains? Est-ce que la CEDEAO a joué son rôle? Parce que quand on créait la CEDEAO, les deux choses les plus importantes, c'était agir pour le développement économique, c'était participer à la résolution des conflits à l'échelle régionale. Bon, sur le côté économique, on peut dire qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Côté résolution des conflits, bon, à part la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, bon, véritablement, il y a bien des choses où on attendait la CEDEAO et les gens n'ont pas vu la CEDEAO. Avec les coups d'État, il y a eu maintenant, pour la première fois, une sorte de front contre la CEDEAO qui a commencé avec le Mali. Ça a continué avec le Burkina, un peu avec la Guinée pendant un temps, mais après l'affaire guinéenne s'est éclipsée puisque les réalités n'étaient pas les mêmes et c'est revenu avec le Niger. Le comble, rappelez-vous, c'est les sanctions contre le Mali. Les gens avaient dit, attendez, oui, qu'il y ait des sanctions parce qu'il y a un coup d'État, mais les gens avaient jugé les sanctions d'abord trop fortes et surtout, on n'a pas sanctionné ceux qui ont fait le coup d'État, mais on a plutôt sanctionné les populations. Bon, avec le Niger, ça a été plus grave. On est allé au-delà des sanctions. On s'est apprêté à faire une guerre. Ben, je disais ici tout le temps, je préfère un mauvais accord à une guerre qui a été gagnée même par la CEDEAO. Mais tous ces éléments font qu'à un certain moment, il faut le dire clairement, la relation, ben, si on peut même parler de relation entre la CEDEAO et ces pays, c'était quelque chose qui est devenu très mauvais. L'autre chose également qu'il ne faut pas cacher, ces pays où il y a les coups d'État, ben, les militaires ont profité de cette situation à fond pour communiquer sur la base de la CEDEAO, pour mobiliser leurs troupes. Et quand vous voyez la façon dont ils sont sortis de la CEDEAO avec éclat, ben, ça joue également sur ça, c'est pour remobiliser les troupes encore une fois par rapport à un fait. Moi je me dis que
ils auraient pu sortir de la CEDEAO parce que ce n'est pas interdit. Hein. Quand il y a un accord qui permet de rentrer dans la CEDEAO, il y a en même temps des possibilités pour sortir de la CEDEAO. Mais ils auraient pu sortir de façon beaucoup plus courtoise. Justement, au lieu de claquer la porte. Depuis l'annonce de la création de l'AES, des analystes y voyaient déjà un retrait partiel de ces 3 pays de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais est-ce que pour partir, un simple communiqué comme on l'a vécu hier suffisait pour confirmer leur départ? Non, ça c'est le volet communication. C'est la même chose que le Mali avait fait pour demander à la MINUSMA de quitter le Mali. Mais après le communiqué, ils sont restés combien de temps? Rappelez-vous, au Niger, on avait dit aux Français de quitter pendant 48 heures. Ils sont restés combien de temps? C'est qu'il faut savoir faire la part. Plusieurs mois de plus, oui. Il faut faire la part des choses. C'est pourquoi j'ai dit il y a un travail de communication qui est fait. Ces pouvoirs jouent sur un certain nombre de choses, mais on ne rentre pas dans la CEDEAO du jour au lendemain, tout comme on ne sort pas de la CEDEAO du jour au lendemain. Mais il y a cet aspect communication. La CEDEAO est porteuse de communication dans ces pays, c'est pourquoi on le fait. Moi-même, je m'interroge sur la médiation ratée du Niger. Est-ce que la CEDEAO n'avait pas eu vent du fait que ces gens allaient quitter la CEDEAO? C'est pourquoi l'avion est tombé en panne. C'est-à-dire la panne est une panne plutôt voulue, parce que imaginez si la délégation était allée à Niamey et qu'on déclare à Niamey que ces 3 pays quittent la CEDEAO, mais ça allait être une véritable humiliation. Pour l'organisation. Bien sûr, il faut bien sûr se poser la question, parce que tout ce qu'on a donné comme argument, moi ça me semble un peu tiré par les cheveux. Je me pose la question, est-ce que... Mais du côté de Niamey, les autorités ont dénoncé une mauvaise foi de la CEDEAO. Je ne sais pas qui a la bonne foi, parce que pour juger de la bonne foi de quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Ce que je sais, c'est qu'on les attendait sur le terrain par des manifestations. C'est clair, puisqu'on a vu les gens se rassembler pour manifester. J'ai donné l'exemple du Burkina, ce n'était pas la première fois qu'on voyait une telle chose, où on les a bloqués à l'aéroport, ils n'ont même pas pu aller pour faire la médiation qu'ils devaient faire. Mais certainement, ils ont tiré tous ces enseignements, et pour ne pas être humiliés, à défaut que l'avion ne tombe en panne, on déclare la panne de l'avion, et puis c'est tout ça passe, et puis c'est tout. C'est officiel. Les 3 pays décident de quitter la CEDEAO. Le Niger était sous sanctions, justement. Que deviennent alors ces sanctions? Ils ont déclaré qu'ils sont sortis, mais ils ne sont pas sortis. Puisque je disais, on ne se lève pas pour rentrer à la CEDEAO. Je dis, je suis membre et puis je rentre. Ça n'existe dans aucune organisation. On ne se lève pas pour dire, je sors. Dans toutes les organisations, il y a souvent ce qu'on appelle des préavis. D'ailleurs, même dans nos simples locations d'une chambre de 10 000 francs, pour sortir, il y a un préavis. La preuve, la CEDEAO explique qu'il leur faudra une année pour... Oui, mais c'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO, c'est des mécanismes. Tout à fait. Ils sont dans des mécanismes qui sont en cours. Est-ce que ça veut dire que quand tu quittes de la CEDEAO, tu quittes tous ces mécanismes en même temps? Mais ça ne se fait pas de la sorte. C'est pourquoi j'ai dit, la déclaration a été faite, c'est une question, on a claqué la porte, il manquait beaucoup d'élégance. Ils l'ont fait plusieurs fois. Moi, je préfère ce que j'appelle la diplomatie du bon voisinage. Quel que soit ce qui va se passer, le Niger ne pourra jamais se séparer du Bénin. Quel que soit ce qui va se passer, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais se séparer du Mali. C'est la géographie qui les lie. Ils ne peuvent pas remettre en cause cette géographie. Donc, autant faire une diplomatie du voisinage, du bon voisinage, et le faire dans la sérénité, parce qu'ils ont le droit de quitter la CEDEAO. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un dire qu'ils n'ont pas le droit de quitter la CEDEAO, mais on peut le faire avec la manière, de sorte que même quand je quitte la CEDEAO, mon voisin reste mon voisin, on n'est plus dans la même organisation régionale, mais on maintient les relations. Mais avec cette façon de faire, on perpétue une crise, alors que je trouve que cette crise-là a trop duré. Il faut que les gens fassent preuve de sérénité et règlent définitivement cette question des coups d'État au lieu de perpétuer une crise qui fatigue les populations. Parce que tout le monde dit qu'il parle au nom des populations, mais ça fatigue des populations aussi bien dans les pays où il y a les coups d'État que dans les pays où il n'y a pas les coups d'État. Mamadou Diouf, je vous posais donc la question, que deviennent les sanctions économiques qui étaient en vigueur? Ça, on va écouter la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui a pris les sanctions, c'est la CEDEAO qu'on va écouter par rapport à ces sanctions, puisque ce n'est pas parce qu'on sort
que la sanction qui a été prise ne va plus continuer, puisque quand on parle de droit, quand on les sanctionnait, ils étaient bel et bien membres de la CEDEAO. On n'a jamais vu la CEDEAO sanctionner un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO. Maintenant, est-ce que les sanctions vont se poursuivre ou pas? Il faut que les juristes viennent nous expliquer qu'est-ce qui va se passer en matière de droit par rapport à une telle question. Je ne saurais véritablement pas répondre à la question. Et une fois que tout ce serait peut-être confirmé, quelles peuvent être les incidences diplomatiques ou même sociales? Vous parliez justement de relations de voisinage entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il peut y avoir plusieurs choses. La chose la plus souhaitable, c'est que les gens s'asseyent pour discuter. On a vu ce qui s'est passé en RDC. La MINUSCO plutôt a quitté la RDC. Mais on a vu dans quelles conditions. Mais on peut faire la même chose. On veut quitter, mais il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de rester au niveau de la CEDEAO. Mais cela aurait permis de prendre en compte les conséquences que cela peut avoir. Et quand je parle de conséquences, je pense plutôt aux populations. Prenez un élément aussi simple que la liberté de circulation des personnes et des biens, qui n'est pas encore totalement une réalité, parce que vous allez dans telle frontière, vous payez 500, vous allez dans telle frontière, vous payez 1000 francs, on connaît. Ça veut dire que la liberté n'est pas encore une réalité. Si par malheur, les autres pays membres de la CEDEAO veulent les suivre dans cet engrenage, en disant que à partir de maintenant, le Malien qui veut rentrer au Sénégal, on va lui demander qu'est-ce qu'il vient faire ici. Ou bien on va lui demander un visa, puisqu'il n'est plus membre de la CEDEAO, puisque être membre d'un pays de la CEDEAO te permettait de circuler simplement avec la pièce d'identité sans avoir besoin de quoi que ce soit. Tu te lèves le matin, tu prends l'avion et puis tu descends, tu passes avec ta pièce d'identité, ton carnet de vaccination et puis c'est terminé. Mais imaginez ce que ça va faire. Pas seulement pour les pays du Sahel, mais pour nos pays, parce que même si au niveau des chefs d'État, il y a des problèmes, au niveau des populations, mais il y a une activité économique qui est là entre ces pays qui n'écoutent pas les conflits ou pas entre les chefs d'État. Le deuxième aspect, il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal? Si le Mali sort de la CEDEAO, ça devient quoi pour ces ressortissants maliens qui sont là d'un pays où ils travaillent normalement, ils essayent de gagner leur vie. Quand ils y sont en tant que membres de la CEDEAO, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils deviennent des citoyens de la CEDEAO. Quand ils ne le sont plus, la CEDEAO fera quoi? Donc, à l'heure actuelle, il y a plein d'interrogations qui sont là. Et j'espère que la réaction de la CEDEAO va tenir en compte ces interrogations d'abord, avant une réaction qui pourrait encore ajouter de l'huile sur le feu. Et on n'en a véritablement pas besoin. Ces crises-là ont trop duré. Il faut mettre fin à cette crise. Justement, on va se poser la question, mais vers quoi va se tourner à présent la médiation engagée? Est-ce que la médiation va continuer? C'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, le premier communiqué de la CEDEAO dit clairement qu'ils n'ont pas été encore saisis officiellement. Bon, tout le monde connaît les procédures administratives. Oui. Donc, tant qu'ils ne seront pas saisis, ces pays sont membres de la CEDEAO. C'est ce que ça signifie. Puisque le minimum, c'est l'écrit. Et on prend la date à laquelle on reçoit, comme quand on reçoit un papier administratif, reçu-le, etc. Donc, il y a ça. Ce qui est intéressant dans ce premier communiqué de la CEDEAO, il y a encore une ouverture qui est là pour une solution négociée. Espérons que cette porte va rester ouverte pour qu'ils restent ou qu'ils partent, que ça se fasse par la négociation. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. La crise ne mènera à rien. S'ils sortent de la CEDEAO, ça va affaiblir obligatoirement la CEDEAO, aussi bien économiquement, politiquement, diplomatiquement. Mais ça va les affaiblir aussi. Puisque si à 16, à 15 plutôt, on n'était pas fort, ce n'est pas à 3 qu'on va devenir fort. Il faut également dire les choses comme elles sont. La CEDEAO ne pèse pas grand-chose. Le Nigeria fait presque à lui tout seul 60% de la CEDEAO. Donc, ça veut dire que les autres pays ne pèsent pas grand-chose, même si les niveaux, on peut les catégoriser. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Burkina sont dans la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est le Nigeria, c'est le Sénégal, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Quand ils sortent, nécessairement, économiquement, ça va jouer sur la CEDEAO, mais ça va jouer également sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont continuer à demander à leur population de souffrir pour pouvoir mettre en place une structure qui va prendre la place de la CEDEAO? N'oublions pas que la CEDEAO a 40 ans pratiquement.
Et malgré 40 ans, les objectifs qu'on attendait, tous les objectifs n'ont pas été atteints. Attends. 3 pays veulent partir ou sinon sortir de l'organisation. Et aussi, on sait qu'il y a un pays qui aussi est sur la liste d'attente et qui n'attend qu'une validation pour intégrer le Maroc. Oui, il faut reconnaître que la CEDEAO est un bon instrument. C'est ce qu'on en fait qui pose problème. Quand on cite les exemples d'intégration, la CEDEAO est citée. Quand je parle du côté africain, la SECNA est citée. Oui. Pour montrer vraiment quelque part où les pays se mettent ensemble pour des collaborations et des collaborations qui ont pu quand même aller assez loin. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y a les failles, mais il faut également reconnaître ce qui existe et qui est là. Bon, le Maroc, le problème, c'était que quand on dit Afrique de l'Ouest, si on fait géographie tout simplement, le Maroc ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il va falloir changer le nom pour intégrer le Maroc. Mais moi, je me dis qu'il faut voir plus loin. Il y a l'Union africaine qui est là. Le travail sur l'Union africaine n'a qu'à continuer. Nous sommes plutôt dans la logique aujourd'hui des grands ensembles. Est-ce qu'en refaisant des ensembles plus petits, on n'est pas en train d'aller à contre-courant par rapport à la logique des grands ensembles qui dominent aujourd'hui ce monde, les BRICS qu'on est en train de mettre en place, mais ça va dans le cadre de cette logique des grands ensembles. Mais c'est pourquoi, pour moi, avant que le Maroc ne vienne, il y a encore des pays autour qui sont encore plus proches. Pourquoi ne pas les intégrer d'abord avant d'intégrer le Maroc? Comme quoi, si voilà, au sommet de l'État, il y a des désaccords entre les dirigeants, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment en Côte d'Ivoire qui réunit les peuples. Et ce soir, à l'affiche, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tout à fait. La Coupe d'Afrique est un exemple à la matière. Mais le Burkina est en Côte d'Ivoire. Le Mali est en Côte d'Ivoire. Et la Guinée également. En fait, c'est juste pour dire que malgré tout ce qu'on dit, on a l'impression qu'il y a une crise extraordinaire. Quand vous allez au niveau des populations, les gens sont capables de se mettre ensemble. Et moi, je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, si la Coupe d'Afrique peut nous rassembler, mais le développement de l'Afrique également doit pouvoir nous rassembler, parce que pour moi, le développement de l'Afrique n'est pas à comparer à la Coupe d'Afrique. On doit pouvoir, dans la différence, dans des désaccords, en étant dans la même organisation ou en n'étant pas dans les mêmes organisations, veiller à ce que les intérêts de l'Afrique soient au-dessus de tout. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.